Au commencement, il n'y avait pas de plan. Seulement la poussière, la foi et la souffrance. On dit que des mains qui soignent sont bénies de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque ces mêmes mains, le matin encore, lavaient les plaies purulentes des pèlerins, et que le soir, elles serrent la garde d'une épée dégoulinante du sang des infidèles? C'est là, dans cette contradiction fondamentale, que naît notre histoire. Jérusalem, fin du XIe siècle. Une ville sainte pour 3 fois, et donc une ville qui n'appartient en paix à personne. Dans les ruelles surpeuplées, un moine bénédictin, un certain Gérard, dont l'histoire a poliment oublié le nom de famille, dirige un modeste hospice. Il accueille tous ceux que le long et périlleux voyage vers le Saint-Sépulcre a brisé. Chrétiens, bien sûr, mais aussi, et c'est là le premier paradoxe, des musulmans et des juifs. La charité, à cette époque, ne connaissait pas encore les subtilités de la diplomatie. Elle était brute, totale, désespérée. Il faisait vœu de pauvreté, mais possédait déjà une fortune que les rois leur enviaient. Les chevaliers de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem étaient nés, et le monde ne serait plus jamais tout à fait le même. La pitié est une belle chose, mais elle ne remplit pas les coffres. Et pour soigner des centaines de malades, il faut de l'or. Beaucoup d'or. Gérard et ses frères l'ont compris avec une rapidité déconcertante. Les dons affluaient. Des seigneurs reconnaissants, des pèlerins sauvés d'une mort certaine, des rois soucieux de leur salut, tous donnaient. Des terres en Europe, des châteaux en France, des ports en Italie. En quelques décennies, l'hospice modeste devint le centre d'un empire foncier transnational. Chaque don était un acte de foi, mais aussi un investissement. Les hospitaliers ont inventé, bien avant les banquiers modernes, le concept de charité rentable. Ils géraient leur domaine avec une efficacité redoutable, transformant la piété en liquidité. Ils ne demandaient pas, ils acceptaient des donations avec une insistance qui confinait parfois à la menace spirituelle. Car refuser d'aider l'œuvre de Dieu, n'était-ce pas s'assurer une place de choix en enfer? Ils ont compris avant tout le monde. Pour faire le bien, il faut beaucoup d'argent, et le grand argent est rarement propre. Mais l'argent attire les convoitises, et la Terre Sainte était un nid de vipères. Les routes étaient infestées de bandits, les seigneurs locaux prélevaient leurs dîmes, et les armées musulmanes n'étaient jamais loin. Pour protéger les pèlerins sur les routes et les trésors dans les caves, les prières ne suffisaient plus. Il fallait des hommes en armes. C'est ainsi que la confrérie monastique se mua en ordre militaire. Le pape Innocent II, en 1130, leur accorda le droit de lever des troupes, de construire des forteresses et de faire la guerre. Les moines troquèrent la robe de bure contre la cotte de maille posée par-dessus. Le symbole de leur dualité était né des guerriers qui prononçaient les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Des tueurs qui, après la bataille, se lavaient les mains pour aller servir la soupe aux malades. Pourriez-vous garder la foi tout en commandant un massacre? Eux, visiblement, le pouvaient. Leur première grande forteresse, le Krak des Chevaliers, est un chef-d'œuvre de brutalité fonctionnelle. Une montagne de pierres conçue pour une seule chose, tuer et ne pas être tué. De là, ils contrôlaient la région, taxaient les caravanes, lançaient des raids. Ils n'étaient plus seulement les protecteurs des pèlerins, ils étaient devenus une puissance politique, une corporation de la guerre sainte. Ils participèrent aux batailles les plus sanglantes des croisades, leur croix blanche à 8 pointes devenant un symbole de fureur au combat. Les chroniques arabes parlent d'eux avec un mélange de haine et de respect.
Il les nommait les diables en robe noire. Car si à l'hôpital ils soignaient sans distinction, sur le champ de bataille, leur miséricorde s'évaporait sous le soleil de Judée. La croix sur leur poitrine n'était plus seulement un symbole de sacrifice, mais aussi une cible. Leur richesse devint proverbiale. Ils n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient les banquiers de la chrétienté. Les rois et les nobles leur confiaient leur fortune, sachant que l'ordre était la seule institution plus stable que leur propre royaume. Ils inventèrent des systèmes de crédit complexes, permettant à un pèlerin de déposer de l'or à Paris et de le retirer à Jérusalem, moyennant une commission, bien entendu. Ils étaient partout. Leurs commanderies, disséminées dans toute l'Europe, formaient un réseau logistique et financier sans équivalent. Chaque commanderie était une ferme, une caserne et une banque, envoyant hommes, matériel et argent vers la Terre Sainte. Cet empire silencieux, sans frontières, obéissait à un seul homme, le grand maître. Un souverain sans couronne, plus puissant que bien des monarques. La dualité était au cœur de leur existence. Un chevalier de l'hôpital se devait d'être un moine pieux et un soldat impitoyable. Il devait vivre dans l'austérité, mais gérer des fortunes colossales. Il devait servir les pauvres, ses seigneurs les malades, mais aussi commander des armées et négocier des traités. Comment concilier ces extrêmes? La plupart n'essayaient même pas. Ils compartimentaient leur vie. La chapelle le matin, la salle du trésor à midi, le champ de bataille le soir. Cette schizophrénie institutionnelle fut la clé de leur succès. Elle leur permit de s'adapter, de survivre, de prospérer dans un monde où la piété, seule, était une condamnation à mort. Ils étaient les enfants monstrueux et nécessaires d'une époque de foi et de violence extrême. Leur influence politique grandit au même rythme que leur coffre. À la cour du royaume de Jérusalem, leurs paroles pesaient lourd. Ils pouvaient faire et défaire les alliances, soutenir un prétendant au trône ou en renverser un autre. Ils n'étaient loyaux qu'à eux-mêmes et au pape, ce qui les plaçait souvent en conflit avec les rois locaux. Leur arrogance était à la mesure de leur pouvoir. Ils étaient un État dans l'État, avec leurs propres lois, leurs propres tribunaux, leur propre armée. Ils étaient intouchables. Cette puissance commença à inquiéter. D'autres ordres, comme les Templiers, leurs rivaux de toujours, suivaient la même trajectoire. Deux corporations de la foi et de l'épée, se disputant les mêmes territoires, les mêmes donations, la même influence. Leur rivalité allait bientôt éclater en guerre ouverte, un spectacle navrant pour la chrétienté. Le paradoxe de Jérusalem est là, entier. Une œuvre née de la plus pure compassion est devenue, en moins d'un siècle, une machine de guerre et une puissance financière redoutable. Étaient-ils des saints qui avaient accepté de se salir les mains pour une cause plus grande? Ou des cyniques qui avaient trouvé dans la charité le plus parfait des modèles économiques? La question reste ouverte. Qu'est-ce qui est le plus important? Sauver un malade ou le sacrifier pour obtenir des fonds afin d'en sauver 1000? L'ordre a fait son choix très tôt. Il a choisi de durer à n'importe quel prix. Car pour eux, la fin justifiait tous les moyens, même les plus sanglants. La chute de Jérusalem en 1187 fut un traumatisme, mais pas une fin. Ils perdirent leur berceau, mais pas leur raison d'être. Au contraire, l'exil ne fit que renforcer leur détermination et leur pragmatisme. Ils se replièrent sur la ville d'Acre, sur la côte, et continuèrent le combat. La perte de la ville sainte avait prouvé une chose, la prière ne suffisait décidément pas. Il fallait des murs plus hauts, des coffres plus pleins et surtout des épées toujours plus acérées, capables non seulement d'inspirer la peur,
mais aussi de sculpter la politique des royaumes. Leur histoire ne faisait que commencer, une histoire écrite avec de l'encre et du sang sur le parchemin de la foi et dans le grand livre de contes de la guerre. Ils avaient appris à Jérusalem que pour être des agneaux de Dieu, il fallait parfois se comporter comme des loups. Cette leçon, ils n'allaient jamais l'oublier. Alors, au seuil de cette histoire, la question se pose à vous. Ces premiers chevaliers, qui maniaient la bourse et l'épée au nom de la charité, étaient-ils des héros façonnant le monde par nécessité ou des hérétiques trahissant leur idéal originel? Écrivez votre choix dans les commentaires, le passé nous regarde. L'épée, une fois tirée, ne retourne pas facilement au fourreau. À Saint-Jean d'Acre, dernière capitale du royaume chrétien en déclin, elle devint l'outil principal de la politique. L'ordre des Hospitaliers, privé de son cœur spirituel, Jérusalem, se transforma. De protecteur des pèlerins, il devint le garant de la survie d'un royaume moribond. Le grand maître siégeait au conseil royal, sa voix aussi puissante que celle du roi, souvent plus. Car le roi avait besoin de l'or et des soldats de l'ordre pour se maintenir sur un trône chancelant. Les Hospitaliers, eux, n'avaient ce besoin que d'un prétexte pour étendre leur influence. Ils n'étaient plus des moines soldats, ils étaient devenus des seigneurs de la guerre, des banquiers et des diplomates, et parfois, quand la situation l'exigeait, des assassins discrets. Le soleil de la Terre Sainte ne dorait plus les auréoles des saints, il faisait briller le fil des poignards dans les couloirs du pouvoir. Acre était une poudrière. Une ville cosmopolite où les marchands génois et vénitiens se disputaient les marchés, où les factions nobles se déchiraient pour des titres sans terre, et où les ordres militaires, hospitaliers et templiers en tête, se regardaient en chiens de faïence. La rivalité entre la Croix blanche des Hospitaliers et la Croix rouge des Templiers tourna à la guerre civile. La tristement célèbre guerre de Saint-Sabba. Pendant des années, les deux plus grands ordres de la chrétienté se massacrèrent dans les rues d'Acre pour le contrôle d'un quartier. Un spectacle absurde et tragique. Ils avaient oublié l'ennemi commun qui attendait, patient, derrière les murs. Ils démontrèrent que les corporations, même nées de la foi, finissent toujours par se faire la guerre pour des parts de marché. Leur marché était le salut, mais leur méthode était celle des marchands les plus impitoyables. Le réseau bancaire de l'ordre devint l'épine dorsale du royaume. Il prêtait de l'argent au roi, finançait les armées, rachetait les captifs nobles. Leur commanderie en Europe agissait comme des succursales modernes, transférant des fonds avec une efficacité qui laissait pantois les trésoriers royaux. Mais ce service avait un prix. Chaque prêt était assorti de garanties, des terres, des privilèges, du pouvoir. Ils ne faisaient pas de charité financière. Ils investissaient. Et comme tout bon investisseur, ils protégeaient leurs actifs. Ils mirent en place un des premiers services de renseignement organisés de l'histoire. Leurs espions étaient partout, à la cour du sultan d'Égypte, dans les comptoirs commerciaux, au sein même du Vatican. Savoir, c'est pouvoir. Et l'ordre voulait savoir qui complotait, qui trahissait, qui allait attaquer. Cette information valait plus cher que l'or. Leur pragmatisme était absolu. Alors que les zélotes prêchaient la guerre sainte à outrance, les Hospitaliers signaient des trêves et des traités commerciaux avec les émirs musulmans. Non par tolérance, mais par calcul. La guerre coûtait cher. La paix, même précaire, permettait au commerce de prospérer et donc à leur coffre de se remplir. Ils comprirent que le pouvoir ne résidait pas seulement dans la force brute, mais dans la capacité à la moduler.
Ils pouvaient être les plus féroces des guerriers un jour et de froids calculateurs le lendemain. Cette duplicité les rendait imprévisibles et dangereux. Ils étaient les maîtres du double jeu, servant la croix tout en commerçant avec le croissant lorsque cela servait leurs intérêts. La fin d'Acre, en 1291, fut apocalyptique. L'immense armée du sultan mamelouk al-Ashraf Khalil fit le siège de la ville. Les hospitaliers, oubliant pour un temps leur querelle, se battirent avec le courage du désespoir. Leur quartier général fut le dernier bastion à tomber. Le grand maître Jean de Villiers fut grièvement blessé. La défense fut héroïque, insensée, magnifique et vaine. Les chroniques décrivent les chevaliers, submergés par le nombre, se battant jusqu'au dernier homme au milieu des ruines enflammées. Ils perdirent tout, leurs terres, leurs forteresses, leur dernière attache avec la Terre Sainte qui les avait vus naître. Ce fut une défaite militaire totale, une catastrophe sans nom. Mais une corporation ne meurt pas aussi facilement qu'un royaume. Les survivants, hagards et ensanglantés, parvinrent à s'échapper par la mer. Ils trouvèrent refuge à Chypre, humiliés, dépossédés, mais vivants et riches. Car si les hommes étaient morts, l'essentiel de leurs trésors avait été évacué. L'organisation, le réseau européen, l'immense fortune foncière, tout cela était intact. Ils avaient modo perdu une bataille, une guerre même, mais pas leur existence. Cet exil forcé allait les obliger à se réinventer une nouvelle fois. Ils avaient été les gardiens des routes, puis les banquiers d'un royaume. Poussés dans la mer, ils allaient devoir apprendre à en devenir les maîtres. À Chypre, ils n'étaient que des invités soumis au bon vouloir du roi local. Une situation intolérable pour une organisation habituée à n'obéir qu'à elle-même. Le grand maître Guillaume de Villaret prit une décision audacieuse, presque folle. L'ordre devait avoir son propre territoire, son propre État souverain. Il ne serait plus jamais le vassal de personne. Leurs yeux se tournèrent vers une île stratégiquement placée, fertile, mais appartenant à l'Empire byzantin, une puissance chrétienne, bien que schismatique. L'île de Rhodos. La distinction entre alliés et ennemis n'avait jamais été très claire pour l'ordre. Elle allait maintenant totalement disparaître. Le projet était simple et brutal. Conquérir Rhodos. Sans mandat papal clair, sans déclaration de guerre formelle, une opération de pirates menée par la plus sainte des organisations militaires. Ils réunirent une flotte, engagèrent des mercenaires et en 1306, ils lancèrent l'assaut. La conquête fut longue, difficile et sanglante. Ils durent prendre d'assaut des forteresses, corrompre des gouverneurs, affamer des villes. C'était une violation flagrante de toutes les règles de la chrétienté. Mais l'ordre n'obéissait plus à ces règles. Il créait les siennes. Pour eux, la survie et l'indépendance justifiaient l'agression. La chute d'Acre leur avait enseigné une leçon cruelle. Ne jamais dépendre de la protection d'un autre. Être un roi sans royaume les avait transformés en financiers et en espions. Mais cette position était précaire, toujours à la merci des puissants. En perdant leur dernière forteresse, ils avaient compris que leur avenir ne se jouerait plus sur la terre ferme, où les empires naissent et meurent, mais sur les flots, où la seule loi est celle du plus fort et du plus audacieux. La mer les avait accueillis comme des réfugiés. Ils allaient faire d'elle leur royaume. Poussés hors de la Terre Sainte, les chevaliers de Saint-Jean avaient trouvé leur nouvelle vocation. Le fracas des vagues remplaça le silence des déserts de Judée. Leur nouvelle église serait le pont d'un navire de guerre, leur encens, l'odeur de la poudre à canon, et leur prière, le cri des marins hissant les voiles pour la chasse. Car à Rhodes,
Ils ne seraient plus les gardiens d'un tombeau vide, mais les maîtres souverains d'une république de corsaires, des pirates naviguant sous la bannière du Christ. Leurs navires, rapides et lourdement armés, allaient bientôt devenir la terreur de la Méditerranée orientale. Rhodes tomba en 1310. L'ordre avait enfin son état. Une île forteresse, un nid d'aigle tourné vers la mer. De là, ils pouvaient contrôler les routes commerciales vitales entre l'Orient et l'Occident. Ils se déclarèrent boucliers de la chrétienté contre l'avancée des Turcs ottomans. C'était leur justification officielle, leur nouvelle mission sacrée. Mais derrière ce paravent de guerre sainte se cachait une réalité économique bien plus prosaïque. Rhodes devint la base de la plus formidable entreprise de piraterie d'État que le monde ait jamais connue. Le corso, comme ils l'appelaient pudiquement, devint leur principale source de revenus. C'était la continuation de la guerre par d'autres moyens, des moyens beaucoup plus rentables. Le Christ chassait les marchands du temple, ses chevaliers les remplaçaient par des marchands d'esclaves. Le système était simple et efficace. Les flottes de l'ordre, les caravanes, sillonnaient la mer Égée et les côtes de l'Anatolie et de l'Égypte. Tout navire appartenant à des musulmans était une proie légitime. Les cargaisons, épices, soie, bois, céréales étaient saisis et vendus au port de Rhodes. Les équipages et les passagers étaient capturés et réduits en esclavage. Le marché aux esclaves de Rhodes devint l'un des plus importants de la Méditerranée, une plaque tournante où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient vendus aux plus offrants. Pourriez-vous vendre un être humain aux enchères, tout en vous considérant comme un soldat du Christ? Pour les chevaliers de Rhodes, la question ne se posait même pas. C'était la guerre, et la guerre a ses règles, ou plutôt son absence de règles. Ironiquement, une partie de cet argent sale servait à financer leurs hôpitaux qui restaient parmi les meilleurs du monde. L'hôpital de Rhodes était un modèle d'organisation et d'hygiène, accueillant les malades de toute confession. L'ordre rachetait également des captifs chrétiens, utilisant les profits de la vente d'esclaves musulmans pour libérer leurs coreligionnaires. C'était leur justification morale, leur équilibre comptable de l'âme. Prendre à l'un pour donner à l'autre. Une redistribution de la misère humaine, orchestrée par des moines guerriers. Ils avaient transformé la charité en un jeu à somme nulle, où la liberté des uns se payait par la servitude des autres. L'île de Rhodes elle-même fut transformée en une forteresse imprenable. Les chevaliers, s'appuyant sur des siècles d'expérience en ingénierie militaire, construisirent des murailles gigantesques, des bastions, des douves. Le port fut fermé par une énorme chaîne. La ville était divisée en auberges, une pour chaque langue ou nationalité de l'ordre. France, Aragon, Castille, Angleterre, Allemagne, Italie, Provence, Auvergne. C'était une société cosmopolite et guerrière, entièrement dédiée à son double objectif, la prière et le pillage. La vie à Rhodes était rythmée par les départs et les retours des expéditions corsaires. Chaque navire qui revenait, les cales pleines de butin, était accueilli par des célébrations. La richesse coulait à flot. Le grand maître était le monarque absolu de cette république pirate. Son pouvoir était immense. Il commandait la flotte, gérait le trésor, rendait la justice. La cour de Rhodes devint un centre de pouvoir et de culture, attirant des ingénieurs, des artistes et des mercenaires de toute l'Europe. Mais c'était une culture de guerriers. Les jeunes nobles qui rejoignaient l'ordre devaient accomplir leur caravane, des campagnes en mer obligatoires pour faire leurs preuves. C'était un rite de passage, une formation à la violence et au commandement.
Ils apprenaient à naviguer, à se battre, à aborder un navire ennemi et surtout à ne montrer aucune pitié. Cette piraterie systématique fit de l'ordre l'ennemi juré des puissances musulmanes de la région, en particulier de l'Empire ottoman en pleine expansion et du sultanat mamelouk d'Égypte. Ils étaient une épine douloureuse plantée dans le flanc du commerce oriental. Plusieurs expéditions furent lancées contre Rhodes, mais toutes se brisèrent sur ses formidables défenses. Les chevaliers acquirent une réputation d'invincibilité. Ils étaient peu nombreux, peut-être quelques centaines de chevaliers et quelques milliers de soldats, mais ils étaient les soldats les mieux entraînés et les mieux équipés de leur temps. Et ils se battaient pour leur survie, pour leur île, pour leur butin. La flotte de l'ordre était le joyau de leur puissance. Ils furent des pionniers de la technologie navale. Leurs grands navires, les carracks, étaient de véritables forteresses flottantes, lourdement armées de canons. Ils dominaient la mer. Un seul de leurs navires pouvait mettre en déroute une petite flotte de galères turques. Leurs capitaines, les chevaliers eux-mêmes, étaient parmi les marins les plus expérimentés de la Méditerranée. Ils connaissaient chaque crique, chaque courant, chaque vent. Ils étaient les prédateurs ultimes de la mer Égée. Cette république de corsaires, cette utopie pirate sous la bannière de la Croix, dura 2 siècles. 200 ans de raids, de batailles navales, de commerce d'esclaves et d'enrichissement spectaculaire. L'ordre de Saint-Jean était devenu l'ordre de Rhodes. Il avait troqué sa mission originelle de protection des pèlerins contre celle, bien plus exaltante et lucrative, de pillage des infidèles. Ils étaient devenus exactement ce qu'ils étaient censés combattre, une puissance agressive, vivant de la guerre et de la prédation. Mais ils le faisaient avec la conscience tranquille, persuadés de servir une cause divine. Le plus grand triomphe du diable n'est-il pas de convaincre les saints qu'ils œuvrent pour le bien? Leur puissance était devenue si grande, leur arrogance si démesurée, qu'ils se croyaient à l'abri de tout. Ils avaient vaincu les Mamelouks, repoussé les assauts, humilié les sultans. Ils étaient les maîtres incontestés de leur mère. Mais en Orient, un nouvel empire, plus jeune, plus fort, plus ambitieux que tous les autres, grandissait. L'Empire ottoman. Et à sa tête, un jeune sultan, un conquérant qui se faisait appeler le Magnifique, ne pouvait tolérer cette insulte permanente à sa porte. Le nom de Rhodes était inscrit sur sa liste. La plus grande armée du monde allait bientôt se mettre en marche pour écraser la petite île de pirates. Le compte à rebours avait commencé. Le succès insolent de Rhodes ne pouvait rester impuni. En 1522, la foudre s'abattit. Soliman le Magnifique, le plus grand des sultans ottomans, décida d'en finir avec ce nid de vipères chrétiennes. Il rassembla une flotte et une armée d'une taille jamais vue, 400 navires, peut-être 200 000 hommes. Face à eux, le grand maître Philippe de Villiers de l'Isle-Adam ne disposait que de 600 chevaliers, de quelques milliers de mercenaires et de la population de l'île. Les chiffres étaient absurdes, la cause semblait entendue. Le monde entier retint son souffle. Le grand siège de Rhodes commençait, et il allait devenir une légende. Le siège dura 6 mois. 6 mois d'enfer sur terre. L'artillerie ottomane, la plus puissante du monde, pilonnait les murailles jour et nuit. Le bruit était si assourdissant, disait-on, qu'on l'entendait jusqu'en Asie mineure. Les murs, si fiers, si épais, commencèrent à s'effriter, puis à s'écrouler. Les Turcs lançaient assaut après assaut, des vagues humaines qui venaient se briser contre les défenses. Les chevaliers, en armure sous un soleil de plomb, se battaient sur les brèches, repoussant les janissaires dans des combats d'une sauvagerie inouïe. Chaque mètre de terrain se payait par des centaines de vies. La miséricorde
avaient déserté l'île. C'était une guerre totale, une guerre d'ingénieurs autant que de soldats. Les deux camps creusaient des galeries de mines sous les remparts pour les faire exploser. Une guerre souterraine, silencieuse et terrifiante se déroulait sous les pieds des combattants. Des contre-mineurs écoutaient le sol, cherchant le bruit des pioches ennemies pour ensuite creuser à leur rencontre et les affronter dans l'obscurité totale à la lueur des torches. L'île Adam, le grand maître, était partout. À plus de 60 ans, il combattait en première ligne, inspectait les défenses, galvanisait ses troupes. Il devint l'incarnation de la résistance. Face à lui, Soliman, tout aussi déterminé, observait le carnage depuis sa tente, frustré par la résistance acharnée de cette poignée d'hommes. La cruauté atteignit des sommets. Les défenseurs manquaient de tout, de nourriture, de poudre, d'hommes. Ils utilisaient les pierres des maisons détruites pour réparer les brèches. Les femmes et les enfants aidaient à transporter les munitions et à soigner les blessés. De l'autre côté, les pertes ottomanes étaient effroyables. Des dizaines de milliers d'hommes périrent dans les assauts infructueux. Pour briser le moral des défenseurs, les Turcs exécutaient les prisonniers sous les murs. Les chevaliers répondaient en faisant de même. Il n'y avait plus de place pour les règles de la guerre. Il n'y avait que la survie. Mais le courage ne pouvait suffire. L'hiver approchait, les renforts promis par les rois d'Europe n'arrivaient pas, et la trahison germait à l'intérieur même de l'ordre. Un chancelier, un homme de confiance du grand maître, fut découvert en train de transmettre des informations aux Turcs. Il fut jugé et exécuté, mais le mal était fait. Le moral commençait à flancher. Les soldats et les habitants de la ville, épuisés, affamés, voyant leurs maisons en ruine, supplièrent le grand maître de négocier. Le choix était terrible, se battre jusqu'au dernier et condamner toute la population à un massacre certain, ou se rendre et sauver des vies au prix de l'honneur et de leur foyer. L'Isle Adam, le cœur brisé, choisit la vie. Il accepta de négocier. Soliman, qui admirait le courage de ses ennemis et qui avait lui-même perdu une part immense de son armée, offrit des conditions étonnamment généreuses. Les chevaliers seraient autorisés à quitter l'île avec leurs armes, leurs biens et leurs archives. La population civile serait épargnée et pourrait choisir de rester ou de partir. C'était une reddition, mais une reddition honorable. Le 1er janvier 1523, les survivants de l'ordre, fiers et silencieux, embarquèrent sur leur navire et quittèrent Rhodes pour toujours. Ils étaient vaincus, mais pas brisés. Leur résistance héroïque avait forcé le respect de leur plus grand ennemi. Cette défaite fut leur plus grande victoire. La légende du siège de Rhodes se répandit dans toute l'Europe. Les chevaliers devinrent des héros, les martyrs de la foi, les ultimes défenseurs de la chrétienté. Les dons affluèrent de nouveau. Les rois qui n'avaient pas levé le petit doigt pour les aider se lamentaient maintenant sur leur sort. L'ordre avait perdu sa base, mais il avait gagné une immortalité symbolique. Ils avaient prouvé qu'ils préféraient l'exil à la soumission, la mort à la conversion. Ils étaient devenus un mythe. Mais un mythe ne suffit pas pour vivre. Commença alors une période d'errance. 7 ans à naviguer d'un port à l'autre, de Crète en Sicile, cherchant un nouveau refuge, un nouveau foyer. 7 ans d'humiliation à quémander l'aide des princes européens. Ils étaient une armée sans terre, un gouvernement en exil. Une anomalie. Personne ne voulait de ces soldats turbulents et fiers sur son territoire.
Ils étaient un souvenir embarrassant de l'échec de l'Europe à les secourir. Finalement, en 1530, l'empereur Charles Quint, le plus puissant monarque d'Europe, leur fit une offre. Une offre qui ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Il leur donnait un archipel au sud de la Sicile, Malte, Gozo et Comino. Une terre aride, sans arbres, sans eau potable, habitée par quelques milliers de paysans pauvres. Un rocher stérile au milieu de la mer. En échange, il devait lui remettre chaque année, en signe de vasselage, un faucon. Le faucon maltais. C'était une aumône, presque une insulte. Mais les chevaliers n'avaient pas le choix. Ils acceptèrent. L'ordre avait touché le fond. Exilés de la Terre Sainte, chassés de leur paradis de Rhodes, ils se retrouvaient sur un caillou oublié de Dieu. Mais c'est souvent dans les pires moments que se révèle la véritable nature d'une organisation. Ils allaient transformer ce rocher stérile en la plus formidable forteresse du monde chrétien. Ils allaient nous faire de Malte leur nouvelle Rhodes, encore plus forte, encore plus imprenable. L'épopée n'était pas terminée. La défaite n'était qu'un prologue à une nouvelle ère de gloire et de sang. Face à ce sacrifice ultime à Rhodes, quel est votre verdict? Ce siège était-il un acte de gloire suprême, un témoignage éternel du courage humain, ou une folie orgueilleuse, sacrifiant des milliers de vies pour un honneur dépassé? Partagez votre opinion. L'histoire a besoin de juges. Le rocher était un défi. Malte, en 1530, n'était rien d'autre qu'une insulte de calcaire lancée à la face de l'ordre. Pas de forêt pour construire des navires, pas de rivière pour faire tourner les moulins, une population locale méfiante qui parlait une langue étrange, mélange d'arabe et de sicilien. Les chevaliers, habitués au luxe de Rhodes, étaient consternés. Beaucoup voulaient refuser ce cadeau empoisonné, mais l'Isladin, le vieux lion qui les avait menés hors de Rhodes, vit ce que les autres ne voyaient pas. Des ports naturels, exceptionnels, les plus beaux et les plus profonds de la Méditerranée. Une position stratégique parfaite pour reprendre leur ancienne activité, harceler le commerce ottoman et la navigation des pirates barbaresques. Malte n'était pas une fin, c'était une opportunité. Avec une volonté de faire qui forçait l'admiration, l'ordre se mit au travail. C'est l'un des plus grands chantiers de la Renaissance qui commença. Ils n'avaient pas de ressources locales, alors ils importèrent tout, le bois d'Italie, la nourriture de Sicile, les ingénieurs et les architectes de toute l'Europe. Et ils firent ce qu'ils savaient faire de mieux. Ils construisirent des fortifications. D'abord, ils s'installèrent dans un petit village de pêcheurs, Birgu. Ils renforcèrent ses murailles, creusèrent des fossés dans la roche vive. Le travail était éreintant, accompli sous un soleil de plomb par des milliers d'ouvriers et, il faut le dire, d'esclaves capturés lors de leurs premières expéditions navales. Car, à peine arrivés, ils avaient repris la mer. La flotte de l'ordre, renaissant de ses cendres, recommença le corso. La piraterie reprit avec une vigueur nouvelle, une férocité née de l'humiliation. Malte devint rapidement le nouveau cauchemar des Ottomans et de leurs alliés d'Afrique du Nord. Les chevaliers connaissaient leur métier. Ils attaquaient les navires marchands, pillaient les villes côtières, capturaient des milliers d'esclaves. L'argent de ces raids finançait la construction de la forteresse. Chaque bastion, chaque muraille de Malte fut, littéralement, construit avec les larmes et le sang de leurs captifs. Ils recréaient leur modèle économique de Rhodes, une économie de prédation justifiée par la guerre sainte. Le paradoxe était plus visible que jamais. Pour bâtir une citadelle de la foi, ils organisaient la traite des êtres humains à grande échelle. La vie sur l'île était rude.
L'eau était rare et précieuse. La nourriture, importée, coûtait cher. Une tension constante régnait entre les chevaliers, seigneurs étrangers, et la population maltaise. Les chevaliers étaient arrogants, souvent brutaux, mais ils apportaient aussi la sécurité et une certaine prospérité, même si elle était basée sur la guerre. Ils construisirent un nouvel hôpital, la Sacra Infermeria, qui devint rapidement l'un des plus réputés d'Europe. Encore et toujours cette dualité, le scalpel et l'épée, le soin des malades et le meurtre des ennemis. Ils étaient les seuls à pouvoir faire cohabiter l'hôpital le plus moderne du monde et un marché aux esclaves florissant à quelques centaines de mètres de distance. Ils savaient que Soliman ne les avait pas oubliés. La prise de Malte n'était qu'une question de temps. Toute leur énergie, toute leur richesse étaient consacrées à la préparation de ce nouveau siège qui serait, ils en étaient certains, encore plus terrible que celui de Rhodes. Ils construisirent de nouveaux forts, comme le fort Saint-Elme, à la pointe de la péninsule, en position de sentinelle avancée. Ils accumulèrent des armes, des munitions, des vivres. L'île entière se transforma en un camp militaire. Chaque homme, chevalier ou maltais, était un soldat en puissance. En 1557, un nouveau grand maître fut élu, Jean de la Valette. Un Français, un homme austère, un soldat endurci qui avait passé sa jeunesse à combattre en mer et qui avait même été esclave sur une galère turque pendant 1 an. Il connaissait son ennemi. Il ne vivait que pour une seule chose, préparer Malte à l'inévitable confrontation. Il accéléra les travaux, renforça la discipline, ne toléra aucune faiblesse. Il était l'homme dont l'ordre avait besoin, un chef de guerre impitoyable, animé par une foi inébranlable et une haine tenace envers les Ottomans. La nouvelle de la préparation de l'armada turque arriva au début de l'année 1565. Soliman le Magnifique, vieillissant, voulait effacer cette dernière poche de résistance chrétienne avant de mourir. L'expédition qu'il envoya était encore plus formidable que celle de Rhodes. Près de 200 navires, plus de 40 000 soldats d'élite, dont les redoutables janissaires. Face à eux, la Valette disposait de moins de 9 000 hommes, chevaliers, soldats et miliciens maltais confondus. Une fois de plus, le combat semblait perdu d'avance. Mais cette fois, les chevaliers n'avaient nulle part où se replier. Il n'y aurait pas de reddition honorable. Ce serait la victoire ou la mort. Le grand siège de Malte, qui commença en mai 1565, fut l'un des événements les plus sanglants et les plus décisifs du XVIe siècle. C'est le point culminant de la longue lutte entre l'ordre et l'Empire ottoman. C'est l'affrontement de 2 volontés, celle de La Valette et celle du commandant turc, Mustafa Pacha. C'est l'histoire d'un rocher aride qui devint le verrou de la Méditerranée et le tombeau de la plus grande armée de son temps. La Valette avait transformé le caillou stérile en un piège mortel. Il avait utilisé la topographie de l'île, les criques, les péninsules, pour créer un système de défense croisée. Les forts se protégeaient les uns les autres. Les assaillants seraient obligés de s'exposer à des tirs venus de plusieurs directions. C'était un chef-d'œuvre de stratégie défensive. Le génie de l'ordre, forgé par des siècles de guerre de siège, était sur le point d'être mis à l'épreuve ultime. Le monde chrétien, une fois de plus, regardait en silence, attendant de voir si le petit David maltais allait pouvoir terrasser le Goliath ottoman. La construction de Malte n'est pas seulement une épopée de courage et d'ingénierie, c'est aussi une sombre histoire d'exploitation. L'incroyable volonté de l'ordre s'est nourrie de l'argent du pillage et du labeur des esclaves. Ce bastion de la chrétienté fut érigé sur les fondations de la violence et de l'injustice.
une vérité dérangeante que l'on préfère souvent oublier lorsque l'on admire la beauté de ces murailles dorées. Mais l'histoire, elle, n'oublie jamais. Après avoir repoussé le grand siège de 1565 dans un bain de sang qui marqua les esprits de toute l'Europe, l'ordre de Malte entra dans son âge d'or. Auréolé d'une gloire immense, il devint le protecteur incontesté de la Méditerranée centrale. Les dons affluèrent, les jeunes nobles se pressèrent pour rejoindre ses rangs. Le grand maître La Valette décida de construire une nouvelle cité, une ville forteresse qui porterait son nom, La Valette. Conçue par les meilleurs ingénieurs militaires, elle était un chef-d'œuvre d'urbanisme et de défense. Mais cette ville ne fut pas seulement une caserne. Elle devint rapidement l'une des capitales les plus riches et les plus cosmopolites d'Europe, un aimant pour les artistes, les aventuriers, les mercenaires et les intrigants. C'est dans cette atmosphère bouillonnante que débarqua, en 1607, un homme en fuite. Un peintre au talent divin et au tempérament de démon, Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Il venait de s'échapper de Rome après avoir commis un meurtre. À Malte, il cherchait un refuge et, surtout, le pardon. Le grand maître Alof de Wignacourt, un homme fastueux qui aimait s'entourer de beauté, fut ébloui par son génie. Il vit en lui l'occasion de doter l'ordre d'un artiste à la hauteur de sa propre légende. Caravage, en échange de sa protection, se mit à peindre pour les chevaliers. C'est à Malte qu'il réalisa certains de ses plus grands chefs-d'œuvre, dont la décollation de Saint Jean-Baptiste, sa seule œuvre signée, de façon macabre, dans le sang qui jaillit du cou du saint. L'ordre, fasciné, décida de faire de ce criminel un des leurs. En 1608, Caravage fut reçu chevalier de Malte. Le rebelle, le meurtrier, rejoignait les rangs de l'ordre le plus élitiste de la chrétienté. C'était une alliance improbable, un pacte faustien. Mais le peintre ne put réprimer sa nature violente. Quelques mois plus tard, il fut impliqué dans une nouvelle rixe, blessa un autre chevalier et fut jeté en prison. Il réussit une évasion spectaculaire et s'enfuit de Malte. L'ordre, se sentant trahi, l'expulsa comme un membre fétide et pourri. L'histoire de Caravage à Malte est une métaphore parfaite de l'ordre à cette époque, un mélange de splendeur artistique et de brutalité latente, de piété affichée et de violence cachée. Pendant que l'ordre s'adonnait au mécénat, une autre puissance, plus sombre, étendait son ombre sur l'île, l'Inquisition. Le pape, soucieux de contrôler cet ordre riche et puissant, installa un inquisiteur permanent à Malte. Son palais devint un centre de pouvoir, rivalisant avec celui du grand maître. L'inquisiteur avait autorité sur les questions de foi, un domaine suffisamment vaste pour lui permettre de s'ingérer dans toutes les affaires de l'île. La chasse aux hérétiques, aux protestants, aux sorcières et aux libres penseurs commença. La société maltaise, autrefois relativement tolérante par nécessité commerciale, devint un lieu de suspicion et de délation. Le luxe des palais baroques des chevaliers coexistait avec les salles de torture de l'Inquisition. Pendant ce temps, le corso battait son plein. Les corsaires maltais étaient la terreur de la Méditerranée. Ils ne se contentaient plus d'attaquer les navires musulmans. Ils s'en prenaient parfois aux navires grecs orthodoxes, voire aux navires vénitiens sous des prétextes fallacieux. La piraterie était devenue une industrie si rentable qu'elle attirait des aventuriers de toute l'Europe qui armaient leurs propres navires sous pavillon maltais. L'ordre touchait un pourcentage sur chaque prise. C'était un système de franchise de la piraterie. Malte était le plus grand centre de redistribution de richesses volées de la Méditerranée. Une sorte de Panama Papers du XVIIe siècle, avec plus d'épées et moins d'avocats. L'ordre atteignit le sommet de sa richesse.
Les chevaliers vivaient dans un luxe inouï. Ils construisaient des palais somptueux, donnaient des fêtes grandioses, se couvraient de bijoux. Les vœux de pauvreté et de chasteté étaient devenus une pure formalité, une blague que l'on se racontait à voix basse. Beaucoup de chevaliers avaient des maîtresses et des enfants illégitimes. Ils n'étaient plus les moines soldats austères de Jérusalem ou de Rhodes. Ils étaient devenus une aristocratie oisive et fortunée, dont la seule justification militaire était une guerre de course de plus en plus difficile à distinguer du banditisme pur et simple. C'est une époque de contradictions extrêmes. L'ordre produisait de la grande beauté, comme les tableaux du Caravage ou l'architecture de la Valette, mais cette beauté était financée par la violence la plus crue. Il prétendait défendre la foi, mais son île était un lieu de débauche et d'intrigue, sous l'œil sévère de l'Inquisition. Il était au sommet de sa puissance apparente, mais les graines du déclin étaient déjà semées. La discipline se relâchait, la mission originelle se perdait dans les brumes de l'opulence. L'ordre était devenu une machine si parfaite pour s'enrichir qu'il en avait oublié pourquoi il combattait. La cour du grand maître était un théâtre où se côtoyaient des saints et des assassins, des génies et des escrocs, des diplomates et des pirates. C'était un monde brillant, dangereux et profondément hypocrite. Un monde où l'on pouvait commander une messe le matin pour le repos de l'âme d'un camarade et le soir comploter pour obtenir sa commanderie. Un monde où la plus haute distinction était de verser le sang de l'infidèle, mais où le plus grand talent était de savoir naviguer dans les eaux troubles de la politique de cour. Cet âge d'or fut aussi le début de sa sclérose. En se coupant du monde pour devenir sa propre citadelle, l'ordre avait créé un paradis artificiel, un écosystème fermé qui ne pouvait que finir par s'empoisonner lui-même. La menace ottomane s'éloignant, l'ennemi n'était plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'ennui, la cupidité, la perte de sens. La cage dorée de Malte, si magnifiquement construite, allait lentement étouffer l'esprit combatif des chevaliers. La fin des grandes guerres contre l'Empire ottoman, au tournant du XVIIIe siècle, fut une catastrophe existentielle pour l'ordre de Malte. Un soldat sans guerre est un homme sans but, et un ordre militaire sans ennemi mortel n'est plus qu'une survivance, un anachronisme. La formidable machine de guerre des chevaliers se retrouva au chômage technique. La flotte continuait bien de prendre la mer, mais les grandes batailles navales étaient terminées. Le corso se poursuivait, mais il ressemblait de plus en plus à une police maritime tatillonne qu'à une croisade. Privé de sa raison d'être, l'ordre commença à se dévorer de l'intérieur. Il entra dans une longue et lente décadence, dorée et parfumée, mais une décadence tout de même. Les chevaliers, qui n'avaient plus à prouver leur valeur au combat, cherchèrent d'autres moyens de se distinguer. Les duels devinrent une épidémie. On se battait pour un regard de travers, une place à table, les faveurs d'une dame. L'honneur, qui se mesurait autrefois au nombre d'ennemis tués, se mesurait désormais à la susceptibilité de son ego. La Valette se remplit du cliquetis des épées, s'entrecroisant pour des motifs futiles. La violence, n'ayant plus d'exutoire légitime, se retournait contre elle-même. Les chevaliers de la foi étaient devenus des breuteurs querelleurs. Leur vie se transforma en un cycle de rituels sociaux et de divertissements. Des bals somptueux, des banquets interminables, des intrigues amoureuses complexes. Malte devint une sorte de Versailles insulaire, une cage dorée pour une aristocratie européenne désœuvrée. Les jeunes nobles n'entraient plus dans l'ordre pour combattre l'infidèle, mais pour faire carrière, nouer des relations et profiter d'un style de vie luxueux. L'ordre était devenu un club exclusif,
une étape prestigieuse dans le parcours d'un jeune aristocrate. Le service à l'hôpital et les exercices militaires n'étaient plus que des corvées à expédier au plus vite. Le fossé se creusa entre l'élite et la base. Les chevaliers issus des grandes familles nobles monopolisaient les postes les plus lucratifs, les commanderies les plus riches en Europe. Ils vivaient comme des princes, tirant des revenus colossaux de terre qu'ils ne visitaient jamais. Les chevaliers moins fortunés, eux, croupissaient à Malte avec de maigres pensions, rongés par l'ennui et le ressentiment. La fraternité d'armes qui avait fait leur force à Rhodes et lors du Grand Siège s'était dissoute dans les acides de la jalousie et de l'inégalité. L'ordre perdit contact avec le monde extérieur. Alors que l'Europe était secouée par le siècle des Lumières, par de nouvelles idées sur la liberté, la raison et les droits de l'homme, Malte restait figée dans ses traditions médiévales. Les chevaliers méprisaient ces nouvelles philosophies, les considérant comme des hérésies. Ils étaient les gardiens d'un monde qui n'existait plus. Ils ne comprenaient pas que leur pouvoir ne reposait plus sur la pertinence de leur mission, mais sur l'inertie de l'histoire et la solidité de leurs comptes en banque. Ils étaient devenus un fossile vivant, magnifique mais fragile. La population maltaise, de son côté, supportait de moins en moins la domination de ces seigneurs étrangers. L'arrogance des chevaliers, leur mépris pour la culture locale, leurs privilèges exorbitants, tout cela créait un ressentiment profond. Des révoltes éclatèrent, durement réprimées. L'ordre, qui se voyait comme le protecteur de l'île, était en réalité perçu par beaucoup de ses habitants comme une force d'occupation. La forteresse n'était pas seulement tournée vers l'extérieur, ses canons pouvaient aussi, au besoin, viser l'intérieur. Pourtant, l'illusion de la puissance persistait. La flotte était toujours l'une des plus belles de la Méditerranée. Les fortifications étaient toujours aussi impressionnantes. Les cérémonies de l'ordre se déroulaient avec un faste inégalé. Mais tout cela n'était qu'une façade, une coque vide. L'esprit avait disparu. L'ordre de Malte était comme un grand arbre aux racines pourries. Il semblait encore majestueux, mais il suffisait d'un coup de vent pour le faire tomber. Et le vent de l'histoire, un vent révolutionnaire venu de France, commençait à se lever. La tragédie du succès est qu'il rend aveugle. L'ordre, après avoir vaincu son plus grand ennemi, était devenu son propre fossoyeur. Il n'avait pas su se réinventer, trouver une nouvelle mission. Il s'était endormi sur les lauriers de sa gloire passée, bercé par le murmure des vagues et le tintement de son or. La fin serait brutale, rapide et humiliante. Elle arriverait sous les traits d'un jeune général corse, un homme qui ne respectait ni les titres de noblesse, ni les traditions anciennes, ni les forteresses réputées imprenables. Un homme qui incarnait tout ce que l'ordre n'était plus, l'énergie, l'ambition, l'avenir. Le déclin de l'ordre était-il le fruit d'une décadence morale et d'un oubli de ses valeurs, ou une simple évolution inévitable pour une institution dont le but premier avait disparu? Laissez votre avis en commentaire, car chaque empire porte en lui les germes de sa propre fin. Le coup de vent arriva en 1798. Il portait un nom, Napoléon Bonaparte. La Révolution française avait déjà porté un coup terrible à l'ordre, en confisquant tous ses biens en France, sa principale source de revenus. Les chevaliers, privés de leur rente, étaient ruinés. L'institution était financièrement à genoux. C'est à ce moment que Bonaparte, en route pour sa campagne d'Égypte, apparut au large de Malte avec une immense flotte de guerre. Il demande l'autorisation de faire entrer ses navires dans le port pour se ravitailler en eau. C'était une demande en apparence anodine, mais tout le monde comprit l'ultimatum qu'elle dissimulait.
Le grand maître, Ferdinand von Hompesch, un Allemand faible et indécis, paniqua. Les règles de l'ordre interdisaient de laisser entrer plus de 4 navires d'une puissance étrangère à la fois. Refuser, c'était déclarer la guerre. Accepter, c'était livrer la forteresse. Pendant que le Conseil de l'ordre délibérait, la trahison faisait son œuvre. De nombreux chevaliers, notamment les Français, étaient gagnés aux idées de la Révolution. Ils n'avaient aucune envie de se battre contre leurs compatriotes pour un ordre moribond. Des complots s'étaient noués. Les principaux forts étaient commandés par des hommes prêts à se rendre. La décision de Hompesch de refuser l'entrée en masse à la flotte française fut le prétexte attendu par Bonaparte. Il ordonna immédiatement le débarquement. Les troupes françaises mirent pied à terre en plusieurs points de l'île, ne rencontrant qu'une résistance symbolique. La formidable forteresse de la Valette, conçue pour soutenir des mois de siège contre les armées ottomanes, tomba en moins de 2 jours. Quelques coups de canon furent tirés, plus pour la forme qu'autre chose. Les régiments maltais, qui haïssaient les chevaliers, déposèrent les armes ou se rallièrent aux Français. Ce ne fut pas une conquête, ce fut un effondrement. L'humiliation fut totale. Hompesch signa une capitulation sans condition. En échange de pensions pour lui-même et ses chevaliers, il livrait à la France l'île de Malte, ses forteresses, son arsenal et son trésor. Napoléon, en personne, entra dans la Valette sans un coup de feu. Il dormit dans le palais du grand maître. En quelques jours, il pilla le trésor de l'ordre, abolit ses institutions féodales, libéra les esclaves turcs et instaura un gouvernement républicain. Puis il repartit pour l'Égypte, laissant une garnison derrière lui. L'histoire millénaire de l'ordre de Malte, en tant que puissance souveraine, venait de se terminer, non dans un fracas de canon et un acte d'héroïsme, mais dans le silence gêné de la trahison et de la lâcheté. Pour les chevaliers, ce fut le début d'un nouvel exil, un exil honteux, sans la gloire de celui de Rhodes. Ils furent chassés de l'île, dispersés à travers l'Europe. L'homme qui avait juré de mourir plutôt que de se rendre, le fier soldat du Christ, était devenu un pensionné de la République française. C'était une fin sans gloire, une conclusion pathétique pour une histoire si épique. Comment une des plus puissantes organisations de l'histoire avait-elle pu s'écrouler de manière si spectaculaire? La réponse est simple, elle était déjà morte de l'intérieur. Napoléon n'a fait que pousser une porte déjà déverrouillée. Des siècles d'orgueil, d'isolement et d'arrogance avaient rendu l'ordre incapable de comprendre le nouveau monde qui naissait et incapable de lui résister. La chute de Malte est un thriller haletant sur la fragilité du pouvoir. Elle montre comment la force militaire ne sert à rien sans la volonté de s'en servir. Elle montre comment des murs de pierre, aussi épais soient-ils, ne peuvent protéger une institution dont l'esprit a déserté. Les fantômes des grands maîtres du passé, L'Isle, Adam et La Valette, ont dû pleurer en voyant leurs successeurs livrer leur héritage sans combat. Le lion était devenu un mouton. Les Britanniques, ennemis jurés de Napoléon, chassèrent les Français de Malte 2 ans plus tard, mais ils ne rendirent pas l'île à l'ordre. Ils la gardèrent pour eux, comprenant sa valeur stratégique. Pour les chevaliers, l'espoir de revenir était anéanti. Ils étaient devenus des fantômes sans foyer, des vestiges d'un passé révolu. Leur longue errance à travers les cours d'Europe commençait. Ils allaient devoir, une fois de plus, se réinventer ou disparaître. Cette gifle de Napoléon fut un électrochoc, douloureux, humiliant, mais peut-être salvateur. Elle a détruit l'illusion de puissance et forcé l'ordre à affronter la réalité de sa propre décadence. La forteresse n'était plus qu'un souvenir. L'épée était brisée.
il ne leur restait plus qu'une seule chose, la plus ancienne, celle par qui tout avait commencé, la croix blanche à 8 pointes, symbole de la miséricorde. Le chemin du retour serait long et difficile. La chute de Malte laissa les chevaliers dans un état de choc et de dispersion. Ils étaient apatrides, leur gouvernement en exil. Le grand maître Hompèche, déshonoré, abdiqua. Ce qui restait de l'ordre se lança dans une quête désespérée d'un nouveau protecteur, d'un nouveau territoire. C'est l'un des chapitres les plus étranges de leur histoire. Ils se tournèrent vers l'endroit le plus inattendu, la Russie orthodoxe. Le tsar Paul Ier, un homme excentrique fasciné par les rituels de la chevalerie, se prit de passion pour l'ordre de Malte. Il se fit élire grand maître par un groupe de chevaliers réfugiés à Saint-Pétersbourg, une élection totalement illégitime aux yeux du pape. Pendant un court moment, l'avenir de l'ordre catholique le plus ancien sembla se jouer dans les brumes de la Russie. Cette parenthèse russe ne dura pas. Paul Ier fut assassiné et son successeur, Alexandre Ier, se désintéressa de ce jouet coûteux et compliqué. Les chevaliers reprirent leur errance, s'installant tour à tour à Catane, à Ferrare, avant de se fixer finalement à Rome en 1834. Ils n'étaient plus qu'une ombre d'eux-mêmes, une poignée d'aristocrates vieillissants, sans armée, sans flotte, sans territoire, vivant de la charité du pape et des maigres revenus de quelques propriétés qui leur restaient en Italie et en Autriche. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte était au bord de l'extinction. C'est dans cette défaite totale, cette humiliation absolue, que l'ordre trouva son salut. Privé de toute ambition militaire et politique, il n'avait plus le choix. Il devait revenir à sa mission originelle, la seule qui lui restait, le soin des malades. Ce ne fut pas un choix romantique, mais une question de survie. La seule façon pour l'ordre de justifier son existence aux yeux du monde et du Vatican était de redevenir ce qu'il était à sa naissance, une confrérie hospitalière. Le monstre sacré, dépouillé de ses griffes et de ses crocs, redécouvrait son cœur. Cette transformation fut lente et discrète. Loin des champs de bataille, les chevaliers se mirent à travailler dans les hôpitaux. Pendant les guerres qui ensanglantèrent l'Europe au XIXe siècle, comme les guerres d'unification de l'Italie, ils organisèrent des services d'ambulance, soignant les blessés des deux camps, sans distinction. Ils renouaient avec leur tradition la plus ancienne. La croix blanche à 8 pointes redevint un symbole de neutralité et de secours, et non plus de guerre. Ils étaient précurseurs, à leur manière, de ce qui allait devenir la Croix-Rouge. Ce retour aux sources fut leur seconde naissance. L'ordre se réorganisa, non plus autour de langues militaires, mais d'associations nationales dédiées aux œuvres de charité. Il se redéfinit comme une organisation humanitaire. C'était un changement radical. Le guerrier cédait définitivement la place à l'infirmier. L'épée était rangée au musée, remplacée par le scalpel et le bandage. Le choix de ce retour à la miséricorde était-il un acte de foi sincère, une véritable repentance après des siècles de violence? Ou était-ce simplement la seule stratégie de survie possible pour une institution qui avait tout perdu? La question mérite d'être posée. Au début du XXe siècle, cette nouvelle identité était solidement établie. L'Ordre de Malte développa ses activités hospitalières et caritatives à travers le monde. Il créa des léproseries en Afrique, des maternités en Amérique du Sud, des services de secours pour les victimes de catastrophes naturelles. Pendant les 2 guerres mondiales, ces trains et ces navires hôpitaux, marqués de la Croix blanche, transportèrent et soignèrent des centaines de milliers de blessés. L'ordre avait retrouvé une pertinence, une utilité dans le monde moderne.
mais il n'avait pas renoncé à tout son passé. Par un tour de force diplomatique, il réussit à conserver une partie de son ancienne identité. Bien qu'il n'ait plus de territoire depuis la perte de Malte, il continua à se revendiquer comme un État souverain. Et, chose extraordinaire, le monde finit par l'accepter. Progressivement, les nations reconnurent son statut unique. L'Ordre de Malte est aujourd'hui un sujet de droit international, au même titre qu'un pays. Il entretient des relations diplomatiques avec plus de 100 États. Il a le statut d'observateur permanent aux Nations Unies. Il émet ses propres passeports, ses propres timbres, sa propre monnaie. C'est un État sans terre, un fantôme de souveraineté. Cette renaissance est le dernier et peut-être le plus fascinant des paradoxes de l'ordre. Après avoir été une puissance territoriale pendant des siècles, il a trouvé sa forme la plus durable dans l'immatérialité. Il a prouvé qu'on pouvait avoir du pouvoir et de l'influence sans posséder un seul kilomètre carré de terrain. Son royaume est aujourd'hui un réseau mondial d'hôpitaux, de cliniques et de corps de volontaires. Un empire humanitaire. Pourtant, l'ancienne dualité n'a pas complètement disparu. L'ordre reste une institution profondément aristocratique. Pour devenir un chevalier de plein droit, il faut encore, dans de nombreuses branches, prouver ses quartiers de noblesse. Ses dirigeants forment une caste fermée, une élite mondiale qui cultive le secret. Derrière la façade de la charité, l'Ordre de Malte reste un lieu de pouvoir, d'influence et parfois de scandales financiers et de luttes intestines. Le grand jeu n'est pas terminé, il a juste changé de règle. Le long chemin de retour, de la forteresse de Malte au couloir des hôpitaux, a été une leçon d'humilité et de pragmatisme. En perdant son pouvoir temporel, l'ordre a peut-être sauvé son âme. Ou du moins, il s'est donné une nouvelle légitimité pour le XXIe siècle. L'histoire de sa survie est celle d'une capacité d'adaptation hors du commun. Du soin des pèlerins à Jérusalem à la diplomatie humanitaire à Genève, l'ordre a traversé 1000 ans d'histoire en changeant constamment de visage, mais en gardant peut-être, au fond, la même nature. Une corporation élitiste et efficace, capable du meilleur comme du pire. Nous arrivons au terme de notre récit. L'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte existe toujours. Il est plus actif que jamais sur la scène humanitaire mondiale. Son armée de médecins, d'infirmiers et de volontaires sauve des vies chaque jour dans plus de 120 pays. C'est un fait indéniable. Le bien qu'il accomplit est immense. Il est le visage moderne de la miséricorde, fidèle, en apparence, à la mission de son fondateur, le frère Gérard, il y a plus de 900 ans. Un empire du bien, financé par des dons et géré avec l'efficacité d'une multinationale. Mais l'Ordre de Malte est aussi autre chose. C'est l'un des clubs les plus exclusifs de la planète. Ses membres dirigeants, les chevaliers de justice, sont encore recrutés au sein de la vieille aristocratie européenne. C'est une structure opaque, avec ses propres lois, ses propres tribunaux, ses propres secrets. Les intrigues de pouvoir, les conflits d'intérêts et les scandales financiers qui l'ont secoué récemment, jusqu'à provoquer une intervention directe du pape, rappellent que derrière la façade caritative, les vieux démons de la politique et de l'argent n'ont pas disparu. La dualité, cette marque de fabrique qui a traversé les siècles, est toujours présente. Ils ont troqué l'épée contre la mallette diplomatique, le casque contre le stéthoscope. Mais ont-ils vraiment changé ? Leur souveraineté sans territoire leur confère des privilèges uniques. Immunité diplomatique, passeport qui ouvre toutes les portes. Est-ce un outil nécessaire à leur mission humanitaire ou la survivance d'un privilège anachronique ?
Sont-ils une simple organisation non gouvernementale glorifiée ou quelque chose de plus? Une puissance discrète qui continue de jouer son propre jeu sur l'échiquier mondial, sous le couvert de la charité? Le monstre sacré a changé de peau, mais son cœur bat toujours au rythme du secret et de l'élitisme. L'histoire de l'Ordre de Malte est un miroir tendu à notre propre histoire. Elle nous raconte comment les plus nobles intentions peuvent engendrer des institutions complexes, puissantes et parfois dangereuses. Elle nous questionne sur la relation entre la foi et le pouvoir, entre la charité et l'argent, entre la miséricorde et la violence. Elle nous montre que la frontière entre le saint et le pécheur, entre le chevalier et le pirate, est souvent bien plus mince qu'on ne voudrait le croire. Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de héros sans faille, ni de monstre sans une part d'humanité. Il n'y a que cette histoire, un long fleuve de sang et de larmes, de prières et d'or qui continue de couler. Leur héritage est partout. Dans les pierres des forteresses de Rhodes et de Malte, dans les salles des musées qui abritent les trésors qu'ils ont commandés ou pillés, mais surtout dans l'idée qu'ils ont contribué à forger, celle d'une force transnationale, au-dessus des lois des nations, agissant au nom d'un idéal supérieur. Une idée que l'on retrouve aujourd'hui dans nos grandes organisations internationales, nos multinationales ou nos ONG. Les chevaliers de l'hôpital ont été des pionniers. Ils ont écrit le premier chapitre d'une histoire qui est encore la nôtre. Mafia médiévale ou chevalier de la miséricorde? La question reste volontairement sans réponse définitive. Car ils furent les deux à la fois, souvent le même jour, à la même heure. Leur véritable nature réside dans cette tension, dans ce paradoxe permanent. Ils sont la preuve vivante que l'on peut servir Dieu et Mammon, et que parfois, pour bâtir un hôpital, il faut d'abord savoir manier l'épée et piller un navire. L'histoire n'est pas un conte de fées. Elle est un manuel pratique, souvent brutal, de survie et de pouvoir. Et aujourd'hui, le paradoxe demeure. L'Ordre de Malte déploie une aide humanitaire vitale partout où la souffrance frappe. Mais ces instances dirigeantes restent une caste quasi inaccessible, un monde d'aristocrates et de codes anciens. Alors, la question finale vous est posée. Pour notre monde moderne, qu'est-ce qui est le plus précieux? Leur aide concrète et efficace sur le terrain ou la transparence totale d'une institution si ancienne et si secrète? Écrivez votre choix dans les commentaires. Votre jugement clôturera, pour un temps, ce dossier millénaire.